Bonsoir, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour ce deuxième débat de la journée. Il concerne la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Alors, on va la voir, cette circonscription. Vous la voyez, elle s'affiche là. C'est une circonscription qui part de Nice, avec le quartier de Carras, le quartier des Moulins, puis elle monte dans le nord du département, Levins, Lantosque, Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière. Et puis, on va voir le nombre d'habitants pour se fixer un petit peu les idées. C'est un petit peu plus de 128 000 habitants. Voilà pour les contours de cette circonscription. 5 invités ce soir sur le plateau pour débattre. Je vous les présente tout de suite. Christelle Dintorni, bonjour. Bonsoir. Vous êtes la candidate Les Républicains. Cédric Vella, bonsoir. Vous êtes le candidat de Reconquête. Philippe Benassaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat NUP, ça veut dire Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. On va en parler tout à l'heure. Écologique et sociale. Franck Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat RN, Rassemblement National. Et puis Marine Brenier, bonsoir. Vous êtes la candidate de la majorité présidentielle. Donc ça s'appelle Ensemble. Et vous êtes, à titre personnel, au parti Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe. On va en reparler, bien sûr. Et vous êtes la députée sortante. Alors, il y a d'autres candidats qui se présentent au premier tour de cette élection. Vous les voyez, ils sont inscrits. Je vais vous lire leur nom et leur étiquette. Étiquette qui est attribuée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Thibaut Delez, DSV, ça veut dire droite souverainiste. Nathalie Soisson, écologiste. Agnès Benkemoun, DXG, ça veut dire divers extrême gauche. En fait, c'est lutte ouvrière. Géraldine Meillet, c'est une écologiste. Et Waïd Spar, étiquette divers. Un QR code que vous allez voir s'afficher maintenant, et puis au cours de l'émission, vous le scannez avec l'appareil photo de votre téléphone. Ça vous renvoie vers un dossier où vous avez toutes les informations utiles sur les élections législatives. Voilà, pour commencer le débat, vous allez voir, on a interrogé quelques personnes de la circonscription. Ils nous ont donné leur avis sur ce qu'ils pensent de cette élection, ce qu'ils en attendent en tout cas. On écoute et on débat après. Je vote LRR. Oh, mon Dieu, je bafouille. Mais ils ont changé de nom maintenant. Je crois que ça a changé de nom. Voilà. Je suis très conscient de l'importance de ces législatives. Donc franchement, je ne sais pas trop ce que j'en attends. J'attends en tout cas vraiment un boost suite aux élections présidentielles. Moi, j'ai 74 ans. J'ai travaillé pendant 46 ans. Je suis obligée de continuer à travailler parce que j'ai une toute petite retraite à 1 200 €. Alors, vous savez, moi, les élections, personne ne nous aide. Alors, vous savez comme c'est pas forcément représentatif, mais en fait, ce genre de réaction, on en a recueilli beaucoup. On va faire un premier tour de table rapide. Je vous demande ce que ça vous inspire. Christelle Dintorni. Mais écoutez, moi, je suis candidate et ma candidature s'inscrit dans la fidélité. La fidélité à ce territoire et la fidélité à mes convictions. Ce que vous inspirez ce micro-trottoir. Vous avez vu, il y a des gens qui sont un peu désabusés quand même. Et des gens qui sont désabusés, effectivement, parce que la situation politique aujourd'hui ne leur donne plus envie de s'y intéresser. Est-ce que vous en rencontrez beaucoup de ce genre de réactions quand vous tractez, par exemple ? Très honnêtement, non. Les réactions que j'ai quand je me rends au plus proche des populations, dans la rue, que je tracte, les réactions sont positives. C'est-à-dire que les gens espèrent, demandent des convictions. Ils demandent véritablement que les élus tiennent leurs engagements. Et c'est pour cette raison que je commençais mon propos en vous disant que ma candidature s'inscrit dans la fidélité à mes convictions. On va y revenir, Christelle Dintorni. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les gens se détournent des urnes parce qu'il y a trop de revirements de situation et de revirements de veste. On va développer ça après. Cédric Vella. Comme dit Madame Dintorni, les personnes se détournent en fait de la politique. Pourquoi ? Parce que on a vu le taux d'abstention à la présidentielle. Quand on voit les magouilles politiciennes qu'on peut subir depuis 40 ans, depuis 10 ans, maintenant les LR qui rejoignent Macron, la majorité présidentielle, Damien Abad qui finit ministre et tout ce qui s'ensuit, on comprend que les personnes finissent par être dégoûtées. Par contre, là où il est vrai, c'est que quand je vais sur le terrain, que je rencontre les administrés, les personnes ont envie que ça change. Les personnes ont envie que ça change, ils ont des réelles convictions. Donc c'est pour ça qu'ils nous demandent, nous, de faire en sorte, moi qui viens de la société civile, de faire en sorte de faire changer les choses. Philippe Benassaya. Alors notre responsabilité, je pense que c'est de faire revenir aux urnes toutes ces personnes qui sont désorientées, toutes ces personnes qui ne savent plus comment voter. Et on a vu à cette élection présidentielle, où au départ on disait la gauche n'existe plus, les écologistes sont très bas. À la sortie, les voix écologistes sont allées vers Jean-Luc Mélenchon pour beaucoup, mais beaucoup de voix de gauche que l'on croyait disparues se sont exprimées. Donc déjà, nous avons pu montrer
qu'un autre monde est possible, qu'on peut faire autre chose et que l'on peut réunir les forces écologistes et de gauche pour la justice sociale, pour les combats climatiques, contre les réchauffements climatiques, contre toutes les pollutions. Donc pour l'avenir, parce qu'on va développer ça. Voilà. Donc ce que vous inspire ce micro-trottoir, c'est que vous dites qu'il y a une autre politique qui est possible. C'est ça, voilà. J'ai bien compris. Et il faut que les gens le sachent. On développe ça après. Et qu'ils sachent qu'on peut voter Rassemblement pour, national. Alors, Vous entendez ce genre? Est-ce que vous entendez ce genre de réaction quand vous Absolument. tractez? D'ailleurs, je suis très touché par la dame qui est retraitée, dont on voit bien qu'elle est dans une souffrance au niveau, par exemple, de son pouvoir d'achat malgré les différentes revalorisations, c'est un pouvoir d'achat qui s'effrite doucement. Alors, je suis touché par ça. Donc, au-delà des querelles entre les partis, je tiens à dire quand même que si Nice est la ville la plus attractive de la France, il faut savoir qu'il y a à Nice une inflation qui est 2 fois l'inflation prévue sur le territoire national. Et ça, on ne peut pas le laisser fuir comme ça. Marine Brognier, on termine ce tour de table par vous. Vous entendez ça sur le terrain quand vous tractez? Bien sûr, on l'entend et on ne peut pas être sourd face à cette souffrance. Mais ce qu'a démontré cette élection présidentielle, c'est qu'il y a une vraie recomposition. On a 2 blocs d'extrêmes qui sont forts et un bloc de modérés au milieu. Et je crois que l'échec, il est collectif depuis près de 30 ans. Et ce que les Français attendent maintenant, c'est qu'il y ait une réaction de la part de la classe politique. Et c'est ce dont j'appelle de mes voeux pour ce nouveau quinquennat. Alors, on va faire plusieurs parties dans cette émission. On va voir les forces politiques, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler de la tempête Alex, on va parler également du département et de la métropole. On va commencer donc la première partie tout de suite, les forces politiques en présence. Et je vous propose de voir un tableau. Ce sont très exactement les résultats de la présidentielle au premier tour en 2022 dans la circonscription. Voilà, vous les voyez. Marine Le Pen a fait un peu plus de 28%, Emmanuel Macron 22 et quelques, Jean-Luc Mélenchon 16,9%, Éric Zemmour 14% et Valérie Pécresse 5,9%. Voilà, ça c'est les résultats du premier tour de la présidentielle dans la circonscription dont on parle aujourd'hui, la 5e. Alors, les forces politiques en présence. Marine Brognier, vous avez quitté les Républicains pour le parti Horizon. Ça a été très récent. Vous l'avez fait après le premier tour de la présidentielle. On va parler de ça pendant quelques minutes. Ce qu'on vous reproche, c'est pas tellement, ce que vos adversaires vous reprochent, c'est pas tellement d'être passé de LR à Horizon, c'est de l'avoir fait très tard. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds qu'en politique, il faut savoir faire preuve d'humilité et surtout de savoir se remettre en question. Et je suis allée jusqu'au bout de l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse, que j'ai soutenue depuis des années. Mais moi, je suis avant tout une sédentaire de la politique et de la géographie. C'est-à-dire que mes idées, mes convictions, elles n'ont pas varié d'un iota. C'est simplement la méthode qui a changé. Et quand on voit que le parti auquel j'appartenais fait aujourd'hui 5%, moins de 5% au niveau national, eh bien, il faut le prendre en considération. Et peut-être que les Français attendent de nous autre chose. Alors, je sais ce que Madame Dintorni répétera, parce qu'elle le fait tous les jours sur les réseaux sociaux, me reprocher de retourner ma veste. Mais je lui rappellerai simplement qu'elle a commencé sa carrière politique auprès de Christian Estrosi, puis qu'elle a rejoint Bruno Le Maire, et enfin Éric Ciotti, qui n'a pas forcément les mêmes convictions, et puis surtout son suppléant, qui par 2 fois a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, puisqu'il était lui-même militant au Parti socialiste, et a appelé à voter une première fois pour Ségolène Royal, puis ensuite pour François Hollande. Donc en politique, je pense qu'il faut savoir évoluer. Les convictions, elles doivent être toujours les mêmes et ne jamais varier, mais peut-être que la méthode, peut-être que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et au niveau international exige de notre part une autre méthode, pas toujours être dans une opposition dure, mais savoir accompagner les bonnes réformes. On va laisser répondre Christelle Dintorni. C'est qui votre suppléant? Stanislas Andre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, moi, ce que je veux répondre, eh bien, oui, effectivement, nous avons essuyé une lourde défaite aux élections présidentielles. Je pense qu'il faut être en capacité bien de l'assumer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des élections législatives, élections complètement différentes. Moi, je suis, comme je l'ai dit au début de mon propos, fidèle à ce territoire, fidèle à mes convictions. Je suis de droite, je suis fière de l'être. Je n'ai absolument pas changé. Une droite qui est fière de ses valeurs, fière de ses racines. Une droite qui ne s'excuse pas d'être de droite. Et une droite qui s'assume et qui ne se compromet pas.
Alors, pour reprendre bien évidemment ce que vient de dire Madame Brenier, oui, effectivement, j'étais aux côtés de Christian Estrosi comme aux côtés d'Éric Ciotti au début de ma carrière politique. Quand Christian Estrosi était dans notre famille politique et qu'il tenait des propos d'ailleurs assez fermes, puisqu'il parlait lui-même de 5e colonne, donc il était dans une droite assez dure. Ensuite, j'ai été aux côtés de Bruno Le Maire quand il était candidat aux élections de l'après-mère. Et je suis toujours aux côtés du candidat d'Éric Ciotti, puisqu'entre-temps, toutes les personnes que nous venons de citer ont malheureusement quitté notre famille politique par opportunisme politique. Et aujourd'hui, si vous êtes là en train de nous expliquer qu'il existe 3 blocs, c'est simplement pour essayer de trouver des arguments et essayer de justifier votre revirement de veste, comme on les appelle chez nous, les vires à veste. Nous, on a des convictions, je suis de droite, je l'assume, j'en suis très fière, et je suis là, effectivement, dans une fidélité ancrée, enracinée. Voilà ce que je voudrais répondre à Madame Brunier. Je termine avant de passer aux autres partis. Il y a juste une chose, c'est qu'il y avait un candidat qui devait se présenter, qui s'appelle Jérôme Bastille. En fait, il s'est présenté aux élections municipales à Tourette-Levin. Il fait partie de La République En Marche. Il a été très sévère avec vous. Il a parlé de candidats ripollinés de dernière minute. Il a dit que vous avez mis la voile en fonction du vent. Et finalement, il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous avez changé d'opinion au dernier moment? Voilà, c'est ça la question. Déjà, je le remercie d'avoir pris cette décision courageuse et raisonnable de ne pas se présenter à cette élection législative. Je crois que c'est avant tout la voie de la raison et il a compris quelle était ma démarche et ce que je souhaitais faire. Donc, ma candidature, elle est très simple. Je vous l'ai rappelé, il y a désormais une recomposition de la vie politique et moi, je veux m'inscrire dans cette droite modérée qui est portée par Édouard Philippe, aux côtés de Christian Estrosi et d'Emmanuel Macron au sein de la majorité présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les deux, vous n'êtes plus dans le même monde? Mais de toute façon, nous n'avons jamais été dans le même monde avec Madame Brunier. Vous étiez dans le même parti il y a un mois. C'est ça qu'on ne comprend pas très bien. Ce qu'on comprend, la grande différence entre Madame Brunier et moi, c'est que j'ai des convictions et que je fais de la politique par conviction. Alors que Madame Brunier vit de la politique, ce qui n'est absolument pas mon cas, puisque j'ai une profession, je suis avocate et j'ai une profession qui me permet effectivement d'avoir une indépendance et de faire de la politique uniquement par conviction, ce qui n'est malheureusement pas votre cas. Ce qui n'est plus mon cas. Vous comprenez bien que quand on est conseillère municipale, conseillère métropolitaine et députée, c'est compliqué d'exercer une fonction été votre cas, à côté. Alors vous êtes mal renseignée, madame, malheureusement, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années au CHU de Nice. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît, à la direction des affaires juridiques. Mais malheureusement, effectivement, quand on exerce un mandat à temps plein, et c'est la raison pour laquelle je suis présente au quotidien auprès des habitants de ma circonscription, vous, en tant que conseillère régionale et départementale, on ne peut pas dire qu'on vous ait vu si souvent sur le terrain. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité d'exercer une profession à côté. Je suis une élue de proximité et contrairement à ce que dit Madame Brunier, effectivement, il n'existe pas 3 blocs, absolument pas. Aujourd'hui, il y a 2 blocs. Le bloc des élus de conviction et le bloc des opportunistes. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense. On avance, parce que le temps tourne. Oui. Je vous propose de faire un peu de maths. Un peu de mathématiques. Oui, on peut pas réagir sur cette... on peut réagir. Parce qu'il y aura à réagir, je pense. Allez-y. Vous voyez, quand j'entends Madame Brunier qui parle de droite modérée, il n'y a pas de droite modérée. Il n'y a pas de droite modérée, Madame Brunier. Il y a une droite, tout simplement. Une droite qu'on représente, nous, Reconquête. L'échange que vient d'avoir Madame Brunier et Madame Dantorny, c'est tout ce que détestent les Français politiquement. C'est 40 ans de politique. Des chamailleries entre les bébés Estrosi, les bébés Ciotti et tout ce qui s'ensuit. Mais les Français en ont marre de ça. C'est pour ça qu'il y a tant d'abstention. Mais vraiment, nous, le parti Reconquête, c'est vrai, on a été rejoints par des personnes LR, par des personnes du RN. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'accord entre nous, parce que je pense qu'entre Madame Dantorny et nous, entre Monsieur Khalifa et nous, je pense qu'on est quand même sur beaucoup de mêmes points. D'accord ? Oui. On est d'accord ? Voilà, Monsieur Khalifa est d'accord. Voilà. L'extrême droite qui se retrouve... Alors, l'extrême droite, non, madame. Moi, c'est tout ce que je déteste. Ce genre de petites calembours de politique politicienne, il ne vous a pas échappé quand même à tout le monde que c'est Marine Le Pen qui a fait le score sans appel dans la 5e circonscription. Je tiens à le dire déjà. Alors, de se laisser enfermer dans de la droite soi-disant extrémiste ou dans de l'opportunisme, je le refuse. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui qu'il y a des candidats qui ont chacun leur chance et qu'on est là justement, comme disait mon cher et mon jeune ami de Reconquête, on ne peut pas tout le temps faire le procès de l'extrémisme pour pouvoir, eux, se défausser. Alors voilà, mais il faut arrêter avec ces disputes. Oui, mais alors il y a juste une chose quand même. Tout à l'heure, quand vous avez voulu réagir, je vous proposais de faire un peu de mathématiques parce que Marine Le Pen a fait 28%, Éric Zemmour 14%, 28 et 14, ça fait 42%.
Pourquoi vous vous êtes pas allié avec votre jeune ami, comme vous l'appelez? Alors, je vais le lui dire en toute franchise, hein, donc qu'il ne m'en tienne pas gré. Mais ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen, elle a une ligne claire, et je la soutiens là-dessus. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en pole position, bien sûr, derrière le président, mais dans l'opposition, elle est en pole position. Elle ne peut pas demander, c'est logique, à quelqu'un qui a fait que 7% malgré tout son brio de venir et qui a essayé de siphonner, il faut le dire les choses. Donc elle ne va pas lui demander de la rejoindre. Il y a quelque chose qui est illogique. Et en plus, il y a opposition dans la conception même des modèles économiques. Vous avez une pensée plutôt sociale chez Marine Le Pen, ouverte, c'est pour ça que je vous disais que j'étais très touché par cette dame-là, et vous avez plutôt une pensée libérale du côté de Reconquête. Cédric Vella. Alors je suis, sur le point de vue de Marine Le Pen économiquement social, je suis tout à fait d'accord avec M. Khalifa. Mais M. Khalifa, comment vous pouvez, vous, dire là, avec le sourire, je souris on ne parce pouvait que pas je avoir suis d'accord gracieux. parce que nous avons fait 7%. Mais vous allez avoir 10 députés, M. Khalifa. Mais Vous avez peu- fait 42%, M. mais Khalifa, peu vous allez avoir importe. 10 députés. Quand on fait de la politique, Monsieur on fait de la Mélenchon- politique dans la vérité. Monsieur Khalifa, et je vous ai pas pas en coupé. essayant de... Voilà. Je Et non, suis on va d'accord. se parler, on va pas... Je vous Bien sûr, coupe non, mais pas. je suis d'accord. Voilà. Mais M. Mélenchon a fait 22%, il va se retrouver avec 150 députés. Vous avez fait 42%, vous allez vous retrouver avec 10 députés. Mais vous connaissez le résultat des législatives déjà? Mais ça a toujours été comme ça, Mais M. Khalifa. non, mais non. Il faut S'il vous plaît. Laissons-nous un petit peu découvrir d'autres Moi, je champs de pense- possibles. Moi, je pense, et moi, j'aurais été... Et combien on va faire Reconquête? Sincèrement, Combien on va faire Reconquête? Bah, j'espère le plus possible. Voilà. Mais Alors, ensemble- espérez la même chose des mais autres. ensemble, M. Khalifa, Oui. on aurait pu vraiment peser dans le débat. Les Je suis désolé. déclarations de monsieur... Et on vous a tendu la main. On vous a Zemmour- tendu la main. La déclaration de M. Zemmour au deuxième tour ont été extrêmement désobligeants vis-à-í de Marine Le Pen. C'était pas Il a appelé à élégant. voter Marine Le Pen. C'est la première fois Il qu'un a pa- appelé à voter, mais il a dit c'est la candidate. Et c'est la qui première perd, fois, attends, voilà, et c'est la première fois, M. Khalifa, qu'un En termes- parti avec 7% à l'élection présidentielle appelle à voter pour Marine Le Pen. Habituellement, elle est soutenue par Dupont-Aignan qui Mais fait on n'a 10%. pas gagné. Euh, Malgré votre appel, on n'a pas gagné. Certes, mais c'est peut-être pas notre faute à nous. Bon, on termine cette partie. Philippe Benassaya, je ne vous ai pas oublié. Donc, je disais, la première partie, c'est une partie politique. Aujourd'hui, vous représentez la NUP, Oui. Nouvelle Union Populaire écologique et et social. sociale. Donc, c'est un nouvel arrivant sur la scène politique, là aussi, qui s'est monté après le premier tour. Oui. Je précise que vous, à titre individuel, vous venez d'Europe Écologie Les Verts. C'est cela. Hein. Alors, expliquez-nous pourquoi vous croyez dans cette nouvelle formation. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est une formation, une confédération. C'est une union qui a été réalisée pour les élections législatives, pour gouverner ensemble sur un programme. Et surtout, est-ce que vous y croyez ici dans le département? Parce Absolument. que c'est pas évident pour Bah, c'est pas écoutez, évident justement, pour vous. je laisse mes concurrents se chamailler, régler leur compte à propos de la droite comme ci, de la droite comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas ce qui intéresse nos électeurs. Ce qui intéresse nos électeurs, c'est qu'on réponde à leurs préoccupations. Leurs préoccupations, c'est le pouvoir d'achat, c'est les risques climatiques. On a bien vu avec la tempête Alex ce qu'on a subi ici. On voit actuellement avec la sécheresse les problèmes que ça va causer sur les prix des denrées de première nécessité. On a vu le prix du blé déjà depuis la sécheresse au Canada l'année dernière passer de 200 € la tonne à 400 € la tonne. Lorsqu'il y a eu un mieux, la guerre en Ukraine a repoussé les prix jusqu'à plus de 380 € la tonne. Et là, durant l'été, on nous annonce une sécheresse sur l'Europe. Donc, qui va encore souffrir de cela en premier? Ce sont les plus démunis. À chaque fois qu'il y a des crises, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sanitaires, ce sont les plus démunis, les plus précaires qui en sont les premières victimes. Donc Et vous pensez que cette l'urgence, force c'est le politique, pouvoir d'achat. cette- Et l'urgence, c'est le combat écologique aussi, pour laisser un monde à nos enfants qui soit vivable, hein, pour laisser un monde qui ne soit pas une poubelle, et où l'on puisse respirer, où l'on puisse avoir un environnement sain. Donc, pour tout cela, l'union était nécessaire. L'union était plus que nécessaire, et puis c'était une demande des électeurs. Nous ne l'avons pas fait au présidentiel parce que nous avions des différences avec Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'international, par rapport à l'Europe. De grands pas ont été faits par les uns et les autres. Nous avons des garanties sur l'Europe qui nous satisfassent, qui nous satisfont. Et donc, Excusez-moi. vous pensez que cette nouvelle Union populaire, elle peut répondre aux problématiques que vous venez d'évoquer. Alors, on va en évoquer une, justement, dont vous avez parlé, c'est le pouvoir d'achat. C'est la deuxième partie de cette émission. Pouvoir d'achat, hausse du prix de l'énergie. Il y a bien eu une petite remise au début du mois d'avril. C'était une décision gouvernementale, mais ça reste très élevé. Pour en débattre, on va d'abord voir un reportage de Véronique Varin et Frédéric Tissot. Faire le plein ici et pas ailleurs, car ce groupe pétrolier fait déjà une réduction de 10 centimes d'euros par litre.
Ajoutez la baisse de moins 15 centimes hors taxe décidée par le gouvernement. Pour certains clients, autant de raisons d'aller à la pompe, précisément ce matin. Je suis venue exprès. J'aurais dû le faire hier parce que je suis sur la jauge, mais je le fais aujourd'hui à cause de la ristourne. Oui, j'étais au courant, c'est pour ça que je suis venu vite avant qu'il y ait trop de monde. Ça baisse quand même. Parce que là, c'était Il était à 2,12 il y a un mois de ça. C'est compliqué quand on roule. Oui, c'est dur. Bon, je suis à la retraite, donc je bouge moins. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Changement d'enseigne. Ici, la réduction est clairement affichée sur la pompe. Mais pour certains clients, cet effort du gouvernement est bien insuffisant. Ça sert strictement à rien, on va dire la vérité. Parce que 15 centimes, on les sent pas. C'est vrai ? C'est vrai qu'on les sent pas. 40 €, 20 litres. Sans déconner. Il y a 10 ans de ça, c'était 80 centimes litre. Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Par ailleurs, beaucoup d'automobilistes expliquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture, surtout pour travailler. De quoi rendre certains clients qui n'étaient même pas au courant de la baisse plutôt philosophes. On ne va pas rentrer dans une rébellion qui nous rendra plus négatifs. On n'a pas le pouvoir dessus pour l'instant. Donc, Vous continuez à rouler ? Oui, je n'ai pas d'autres possibilités. C'est beaucoup plus simple par rapport à mon rythme professionnel d'avoir mon véhicule. Donc j'ai continué mon rythme. Une précision à propos des prix affichés. La ristourne gouvernementale n'apparaît le plus souvent que sur le ticket de caisse. Voilà, alors on vous parle de ça aussi parce que la 5e circonscription, elle est étendue, comme on a dit. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture pour aller travailler. C'est pas évident. Marine Brognier, est-ce que ce problème du pouvoir d'achat, du coût de l'énergie, c'est pas le problème majeur de la majorité présidentielle au moment de ces législatives ? Au-delà de la majorité présidentielle, je crois que c'est le problème majeur des Français. Et justement, si Marine Le Pen a fait un score aussi important aux élections présidentielles, c'est peut-être parce qu'elle a parlé du pouvoir d'achat comme priorité des Français. Et je pense que le président de la République l'a entendu, puisque le premier projet de loi qui sera porté par la majorité présidentielle, ce sera un projet de loi qui sera consacré justement aux questions du pouvoir d'achat pour toute la population et a fortiori pour les retraités. Tout à l'heure, dans votre premier reportage, il y avait cette dame qui parlait de sa pension de retraite qui était très basse. Eh bien, l'une des premières mesures, ce sera justement, comme je l'avais proposé moi-même en tant que députée au cours de ce quinquennat, de revaloriser les pensions de retraite sur l'inflation, donc ça fera une augmentation de 4%, et de faire en sorte qu'aucune pension de retraite ne soit inférieure à 1 100 €. Sur la question de l'énergie particulièrement, il y a effectivement cette baisse de 15 centimes à la pompe, mais il y a aussi le bouclier Macron qui a été mis en place sur le gaz et l'électricité. Et puis au niveau local, on pourrait parler de toutes les aides que la métropole Nice-Côte d'Azur a pu mettre en place, parce que vous avez raison de le dire, nous sommes dans une circonscription dans laquelle, pour les personnes du haut et du moyen pays, il est souvent nécessaire d'utiliser leur véhicule personnel. Donc il y a cette aide pour acquérir des véhicules électriques, que ce soit des 2 roues ou des véhicules personnels, la conversion en bioéthanol qui est aussi accompagnée par la métropole Nice-Côte d'Azur. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que dans notre métropole, nous avons le transport à 1 € sur l'intégralité du territoire. La ligne 2 et 3 du tramway qui ont permis au quartier ouest de la ville de Nice d'avoir de nouvelles offres de transport, et bientôt la ligne 4 qui permettra d'aller jusqu'à Cannes-sur-Mer. Donc nous essayons de mettre en place un pack local complémentaires des mesures nationales qui sont proposées par le gouvernement et qui le seront de nouveau au cours du prochain quinquennat. Franck Khalifa. Oui, je voudrais réagir de façon assez forte sur le plan économique. Il y a une erreur politique et économique qui est faite. Plus on va rajouter de l'argent, dit magique, entre parenthèses, plus on va aggraver le problème de l'inflation. Pourquoi ? Parce que les prix ne peuvent être, et vous voyez, je suis assez libéral, les prix sont le reflet de l'offre et de la demande. De l'offre et de la demande, merci. Et donc, il y a des facteurs aussi, parce qu'on se focalise sur l'énergie. OK. Mais il y a d'autres facteurs aggravants. Je vous donne un exemple, ou même deux, je vais vous en donner. Nice-Nice, péage. Nice-Nice, péage. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, c'est le contournement de Nice, c'est ça que vous voulez dire. Nice-Nice, péage. Ouais. Et plusieurs fois. Bon, vous allez me dire, ça n'est 1, 2 € par jour, c'est pas ce qui... Mais les loyers, l'augmentation des loyers, plus 2,04, qui n'est pas énorme, mais si on regarde les 12 derniers mois, elle a été 5,7% d'augmentation. Donc on est déjà plus haut que l'inflation actuelle qui sera projetée en 2022
autour des 8%. Ça, et Nice, c'est 10% d'augmentation. On est d'accord sur le constat, M. Khalifa, mais qu'est-ce que vous proposez? Alors, bien évidemment, baisse. Alors, ça peut être, comment dire ça, on peut contestable. Donc, baisse de la TVA. Il faut que la TVA baisse immédiatement. C'est ce qui est défendu par Marine Le Pen. On s'est moqué d'elle et en pensant que c'est une mesure un petit peu primitive. Pas du tout. Il faut que la TVA baisse de façon importante et notamment sur la fameuse taxe sur les produits énergétiques, la nouvelle TICPR, qui est ex-TIPP. Donc, on doit baisser massivement cette taxe et faire en sorte de faire un bouclier beaucoup plus important sur le prix de l'énergie, de façon à ce que, justement, le nerf de guerre, qui est l'essence, puisque les gens, c'est une circonscription ici, on redescend du national, majoritairement rurale. 90%, c'est rural. Donc, les gens utilisent leur voiture. Il faut donc baisser la TVA, et le gouvernement doit renoncer à un certain nombre de ressources et faire des économies en retour. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Sinon, l'énergie... l'énergie. Je termine juste une phrase. 600 milliards de plus dans la dette de l'État. Mais c'est colossal. Colossal. Alors, je pense que vous serez tous d'accord sur le constat de cette inflation. Après, c'est les solutions qui diffèrent. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, la hausse du prix de l'essence à la pompe est une charge insupportable pour les habitants de notre circonscription, qui est entre mer et montagne, où ils sont obligés tous les jours, quotidiennement, de se rendre sur la zone urbaine et de remonter dans la zone plus rurale. Et effectivement, quand on prend et quand on sait que finalement, sur un plein d'essence, 60%, ce sont le montant des charges sur le prix du litre à la pompe, ça paraît colossal. Des taxes. Sur de taxes. Des taxes, pas les charges. Sur, effectivement, un plein à 70 €, 42 €, vont dans les caisses de l'État. Ça paraît une somme énorme. Et ce qu'il faut, effectivement, si vous permettez, ce qu'il faut absolument, aujourd'hui, c'est supprimer cette TICPE, cette taxe sur le pétrole, et supprimer la TVA sur cette taxe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une charge qui est insupportable, pour les habitants de nos vallées. Et je regrette que le gouvernement, encore une fois, fasse finalement une opération marketing, une opération de communication en nous sortant la politique du chéquier qui ne va absolument pas régler les problématiques. Il nous faut des réformes structurelles aujourd'hui, et les réformes et ce qui est annoncé ne sera absolument pas suffisant. Et ce que je regrette également, c'est que la députée sortante, Madame Brenier, dise qu'elle veut effectivement rendre du pouvoir d'achat aux habitants de cette 5e circonscription, aux Français, alors qu'en tant qu'élue locale, elle a voté pour l'augmentation de la fiscalité métropolitaine en étant pour la création de l'impôt sur le foncier bâti de 6,4%, impôt contre lequel je me suis opposée en tant que conseillère métropolitaine. Et à mon niveau d'élu local, j'ai voulu rendre du pouvoir d'achat aux habitants de ma commune en plus de voter contre cet impôt, en baissant mes propres impôts de 30% pour permettre de compenser cette hausse de la fiscalité. Et j'ai pris tout un tas de mesures en tant qu'élu local. Et je regrette que Mme Brunier, aujourd'hui, nous dise qu'elle est sensibilisée par ces questions de pouvoir d'achat, alors qu'en tant qu'élue, elle n'a rien fait en ce sens. Et j'irai même plus loin, puisqu'elle a voté pour également la taxe d'habitation à 60% et également l'augmentation des contraventions. Marine Brunier, je vous laisserai répondre à la fin. On va terminer le tour de table. C'est un peu normal. La sortante, tout le monde est un petit peu contre elle. Je vous redonnerai la parole à la fin. Non, mais c'est la règle du jeu, c'est normal. Cédric Vella. Donc, le constat, on est d'accord, les solutions de reconquête. Voilà. Donc, on va parler concrètement. Il n'y a pas que l'essence non plus dans le pouvoir d'achat. Ça englobe tout. Donc, l'essence, nous, la mesure d'Éric Zemmour, c'était un plafonnement à 1,80 €. Il est vrai qu'il faut qu'il y ait une baisse de la TVA sur les produits pétroliers. D'accord ? C'est certes, monsieur Khalifa, mais actuellement, la dette de la France s'élève à plus de 112% du PIB. Donc, il faut faire des efforts, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus surendetter le pays. On compte, voilà. C'est 3 000 milliards. Oui, c'est ça. 113%. Et notre PIB de 2 800 milliards. Donc, en fait, la mesure que vous défendez, c'est celle qu'a défendue Éric Zemmour au niveau national. Complètement. Mais ce n'est pas tout. Dans le sens où les Français font des efforts du 1er janvier au 31 décembre. Il est temps aussi que les compagnies pétrolières en fassent. Je pense qu'une baisse des dividendes pour les actionnaires serait tout à fait normale. Les actionnaires doivent faire des efforts. Mais quand j'entends tout à l'heure Mme Brunier qui parlait, voilà, c'est vrai qu'il y a les tramways, c'est une bonne chose dans la métropole, mais quand j'entends aussi que le train d'Épines va supprimer des tronçons à partir d'un autre, les personnes du moyen et du haut pays ont besoin de se déplacer. La plupart travaillent à Carrosse, dans la zone industrielle, ou travaillent sur Nice. Ils vont prendre la voiture.
le train d'Épine permettait d'éviter de prendre la voiture. Donc c'est une mesure écologique, ça fera plaisir. Ça n'est pas notre département, à notre, monsieur. Certes, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend une facilité à expliquer, oui, le tramway, tout ce qui est bien, on peut toujours quand même défendre. Moi, je me suis expliqué avec le responsable de la CGT des chemins de fer de Provence, qui m'a expliqué que c'était une anomalie complète de laisser faire ça, parce que le train d'Épine commence dans la 3e circonscription, il passe par la 5e et la 2e, et finit après donc dans le 04. Mais en résumé, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui touche les Français. C'est pour ça que Marine Le Pen, comme vous l'avez dit, a fait un bon score, il est vrai. Mais moi, je vais vous parler du financement, parce que c'est bien beau de baisser, il faut parler du financement. Quand on pense qu'on aide énormément, d'accord, les aides sociales, c'est bien, mais l'assistanat, non. Donc c'est vrai que nous, avec Éric Zemmour, nous sommes pour aider les personnes, parce que chaque Français peut avoir des soucis de fin de mois ou autre, donc il faut pouvoir aider, c'est normal. Mais l'assistanat aux immigrés, c'est fini, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on peut pouvoir. Alors, je veux rebondir là-dessus, financer. parce qu'on a souvent traité le RN de parti anti. Moi, je trouve qu'on ne peut pas supprimer une partie des allocations, parce que ces allocations, ça socialise la consommation des ménages. Ça, c'est une différence entre vous deux. Ah oui, très importante. Mais M. Khalifa, je ne vous parle pas de supprimer les aides sociales. Non, mais très importante. Monsieur Khalifa, les aides sociales aux Français, oui. L'assistanat aux immigrés, non. Voilà, non, mais les immigrés ne touchent pas d'allocations. Ouais, quand vous avez une personne qui vient d'un autre pays qui arrive, d'accord, si elle a plus de 65 ans, elle touche le minimum vieillesse. Voilà, mais de façon macroéconomique, c'est pas ça qui pèse sur les comptes de la nation. Je vous le dis. Vous trouvez, vous bien sûr. En effet, M. Migou, c'est ça qui nous différencie entre M. Khalifa et moi. Oui. Alors, on discute, c'est normal. Non, c'est bon, on a noté, j'ai compris. Philippe Bennassaya, quelque chose d'important. Est-ce que ce que vous proposez, on va rester un petit peu sur le pouvoir d'achat, je vous le dis à tous, on raccourcira peut-être un peu les autres parties, mais c'est quand même très important. Philippe Bennassaya, juste une chose. Est-ce que ce que vous proposez, ici dans le cadre d'un débat, alors c'est à la fois national et local, mais c'est quand même ancré dans un territoire, est-ce que c'est juste une déclinaison des propositions de Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, on parlait du prix de l'essence. Je vais quand même dire un petit mot là-dessus. Alors, dans l'urgence, il faut bloquer le prix. Parce que, comme on l'a bien vu, les personnes qui habitent dans le moyen, le haut pays, qui travaillent à Nice, etc., les déplacements, on n'a malheureusement pas créé les infrastructures de transport en commun qui permettrait de ne pas utiliser l'automobile. Donc, dans l'urgence, il faut penser aussi à plus long terme et vraiment réfléchir à l'organisation des transports dans les Alpes-Maritimes, à l'organisation des transports, au lien avec tous les villages du moyen et du haut pays. En termes, on a parlé donc du train des chemins de fer de Provence, qu'on appelait le train d'Épine. Bien sûr qu'il ne faut pas supprimer certains horaires, parce que je crois que c'est certains horaires qui vont être supprimés, certains trains. Donc là, au contraire, il faut développer, et il faut qu'il y ait une intermodalité entre les moyens de transport, tram, train, location de vélo, électrique, pas électrique, covoiturage, navette électrique. Il faudrait vraiment téléphérique, qui est un maillage comme ça de moyens de transport qui couvre l'ensemble du département. Lorsque je me suis présenté sur le 3e canton, on avait réfléchi à des téléphériques qui pouvaient rejoindre Gatière, Carrosse, Le Broc, à la Vallée, un tram qui irait donc jusqu'au bord de mer, des liaisons, etc. Il y a tout ça. Cela, il faut l'envisager. C'est la règle. Voilà. Marine Brognier, c'est vrai que vous êtes la sortante, donc tout le monde est un peu ici contre vous. Très rapidement, je voudrais que vous répondiez à la critique qui vous a été faite, c'est-à-dire que vous auriez voté à l'Assemblée des mesures contraires à ce que vous venez d'annoncer là. Pas du tout. Alors moi, je voudrais juste relever quand même un certain nombre d'incohérences quand on dit qu'il ne faut pas sortir le chéquier, qu'il ne faut pas d'aide, mais qu'en contrepartie, il faut baisser les taxes. Bon, l'argent, il vient quand même des caisses de l'État, quoi qu'il arrive. Ce que vous me reprochez, Madame Dintorni, sur la taxe d'habitation, vous croyez vraiment que les habitants de notre circonscription ne sont pas satisfaits de voir qu'ils ont un impôt en moins à payer, justement? C'est peut-être quelque chose qui leur permet d'avoir plus de pouvoir d'achat. Enfin, sur la fiscalité, Madame Dintorni, permettez-moi de continuer. Sur la fiscalité qui a été votée au niveau métropolitain. Sinon, ça vaut pas le coup. Au niveau métropolitain, oui. Ce que j'apprécie, c'est cette solidarité dont vous faites preuve à l'égard des maires de la circonscription qui ont voté cette augmentation et qui nous a été très utile, parce que
je ne suis pas certaine que si nous n'avions pas voté cette augmentation, nous aurions eu la capacité financière de pouvoir injecter plus de 200 millions d'euros dans les conséquences de la tempête Alex. Et puis vous le savez, pourtant, c'était pas l'objectif initial. C'est que la pourtant, fiscalité de la métropole derrière a été baissée. Donc vous ne dites que la moitié des choses et vraiment c'est très regrettable. Pas du tout. Enfin, concernant les aides sociales, eh bien effectivement peut-être qu'il faudrait les baser davantage sur le mérite et que les personnes qui travaillent et qui ont l'obligation d'utiliser leur véhicule au quotidien, peut-être que ces personnes-là auront besoin davantage d'être accompagnées que d'autres. Et enfin, pour répondre à Monsieur Benassaïa, eh bien vous n'avez qu'à rejoindre la majorité de Christian Estrosi parce que tout ce que vous proposez va dans le même sens de ce qui est prévu justement par notre majorité, puisque concernant l'intermodalité, vous savez qu'il y a une grande gare à l'ouest qui va être organisée pour justement avoir une connexion entre la ligne 2, la ligne 3, le train, et puis derrière le train d'Épines, et enfin l'aéroport. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que vous voulez déplacer le mine qui était à côté de la voie ferrée, qui est traditionnellement, tous les mines ont été construits à côté des voies ferrées pour justement promouvoir le ferroutage. Alors ce ferroutage que vous défendez à l'Assemblée, vous avez une proposition de loi qui est très bien sur le ferroutage à l'Assemblée, avec des députés, LR, alors maintenant je ne sais pas avec qui vous soutiendrez cette proposition de loi, ça c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas le problème. Mais ici, localement, qu'est-ce qu'on voit ? Vous déplacez le mine où il n'y aura plus de voie ferrée, donc impossible de faire le ferroutage. Ensuite, vous êtes derrière Christian Estrosi, qui est pour la bétonisation d'une plaine du Var, qui est parmi les plus riches terres agricoles de France, cette terre. Absolument. Et là, c'est bétonné de toutes parts. Il y a des bureaux construits, des bureaux qui ne sont même pas occupés. La plupart du temps, on continue, ils ne sont pas occupés. Ailleurs en France, on réfléchit même, alors on pourra parler du logement social, on réfléchit même comment tous ces bureaux que l'on construit, on pourrait les transformer en logement maintenant. Alors des bureaux neufs, on les transformer en logement. Vous croyez vraiment qu'on continuerait à construire des bureaux si ceux-ci n'étaient pas occupés ? Mais non, mais je vois bien, je me suis promené à l'Arénas encore hier, j'ai vu bureaux vous êtes mal informés, etc. Demandez aux professionnels du secteur. Demandez aux professionnels du secteur. Mais cet Arénas, mais quand on s'y promène, surtout le week-end quand tout est fermé, mais c'est mortel, mais c'est terrible. C'est terrible, toute cette architecture-là qui est... un mot très rapide. Un peu éloigné du pouvoir d'achat. Très rapide. Il y a un facteur aggravant du pouvoir d'achat, parce qu'il ne faut pas couper comme ça les concepts. L'inflation, elle est liée au chômage aussi. Les deux sont intriquement mêlés. Donc, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on a un chômage ici local qui est de 10%, c'est-à-dire qui est bien plus haut que le chômage national, qui est quand même une sacrée réussite du président Macron, il faut le souligner. Mais c'est un effet de rattrapage. C'est un effet de rattrapage par rapport à l'argent qui a été injecté dans les relances à 600 milliards et l'argent qui a été distribué. Donc, on s'éloigne un peu. Par contre, j'ai un exemple, effectivement, sur le bétonnage. Vous avez ici un golf magnifique, qui est le Country Golf de Nice, et qui est dont on voit qu'il est vraiment grignoté tout autour par des promoteurs. Donc il y a un vrai bétonnage, et ça rejoint la sécheresse et tout ça. Mais une chose, M. Benassaïa. Rapidement, M. Je voudrais vous dire une chose quand même, à vous. Dites-moi. Vous avez tendance, ce n'est pas une attaque personnelle, vous avez tendance dans votre union à toujours annoncer des sucreries. Vous pensez qu'on peut construire une route en quelques secondes ou un train en quelques secondes. C'est quoi une sucrerie ? Une sucrerie, c'est tous les effets... Je n'aime pas les sucreries, alors ça tombe mal. Vous avez raison, c'est pas bon pour le diabète. Et donc, ça veut dire qu'on dit, il faut faire ça, on va construire là, on va faire ça. Mais ça prend... Les infrastructures, c'est des dizaines d'années. Ça doit se faire en amont. Donc, alors attendez, quand on voit qu'il y a des gens qui ont subi les inondations et qui ne sont pas encore, indemnisés de façon égalitaire, donc il y a vraiment un gros problème, quoi. On est en retard. Je voudrais juste faire une C'est bien pour ça qu'il faut aparté. planifier, qu'il faut mettre en route. Il faut à un moment donné le faire. Voilà. Et puis je voudrais une chose aussi, le dire à mes... Arrêtez, s'il vous plaît, ce face-à-face insupportable de disputes, vraiment insupportable. Voilà, je vous le dis. Non, mais là, on parle je voudrais juste revenir sur le pouvoir d'achat. Je regrette un petit peu, et véritablement, la théorie du « en même temps » de ce gouvernement. Parce qu'en même temps, on prend la première mesure contre nos retraités, en augmentant la CSG de 25%. On gèle l'indice pour les fonctionnaires. Et puis aujourd'hui, on nous annonce, en vue des élections législatives, des réformes. La politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du chéquier, et qui creuse un peu plus
malheureusement notre déficit. On va terminer, Alors qu'il nous faut des réformes structurelles. avec cette partie qu'on a fait très longue. Il nous reste 13 minutes d'émission. Impossible de ne pas parler de la tempête Alex, puisqu'on est dans une circonscription qui a été fortement touchée. Alors, on va voir des images pendant qu'on en parle. Je voudrais simplement vous demander à tous les 5, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux gens qui habitent à Saint-Martin-Vésubie, à Roquebillière, qui sont encore impactés? C'est vrai qu'on en parle moins, mais ça touche encore fortement à la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui dans cette campagne? On fait un tour de table rapide. Cédric Vella. Je leur dis qu'avec Reconquête, par exemple, si on avait été au pouvoir, on aurait fait en sorte que l'État puisse mettre la pression aux compagnies d'assurance pour que ces personnes, ces sinistrés, ces victimes puissent être indemnisées. C'est-à-dire mettre la pression, c'est-à-dire plus que ce qui a été fait, ça. Mais complètement, monsieur Migou, c'est pas normal qu'aujourd'hui, après les années qui sont passées, c'est pas normal que des sinistrés ne soient toujours pas indemnisés. Moi, j'ai ma suppléante qui habite au pays. Elle a été sinistrée en 2021, en hiver 2021. Elle n'avait pas d'eau chaude et d'eau courante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas normal qu'en France, en 2021, nous puissions avoir des personnes coupées de tout. Alors il est vrai que l'État était là. Il est vrai. Je n'ai pas appuyé sur l'État, je ne vais pas appuyer non plus sur la métropole. Ils ont tous été là, c'est vrai. Mais c'était aussi leur boulot, si je puis dire. Après, il faut aussi remercier les secouristes, les pompiers, les bénévoles qui ont été sur le devant, qui sont partis à cette rencontre. Des pompiers, d'ailleurs, en sont morts, malheureusement. Donc voilà, il faut une solution d'avenir. Pour moi, la solution d'avenir, c'est éviter la bétonisation à outrance, parce que c'est ça le résultat. Et maintenant, c'est vrai qu'on est en campagne. Là, c'est pas le résultat, c'est une tempête. On est d'accord. Certes. Voilà. Mais du fait de la bétonisation, monsieur Khalifa, on construit. Non, c'est pas lié là-bas. Certes, c'est une tempête, monsieur, mais les routes se sont effondrées, elles sont parties, monsieur Khalifa. Non, ça a été dû à la violence de la tempête. Il n'y a pas de bétonisation dans ce pays qui est rural. Il y a de la bétonisation à Nice. Oui. Et non, pas qu'à Nice, dans la plaine. On reste sur la. Non, je vous dis, on reste sur la tempête, Alex. Philippe Benassaya. Oui, qu'est-ce que vous dites aux habitants une tragédie. Oui, une tragédie qui est, on le sait, due aux problèmes climatiques, puisque ces événements climatiques se multiplient. Il y en a de plus en plus. Ils sont de plus en plus violents. Ils nous prennent par surprise, et les conséquences sont dramatiques, extraordinairement dramatiques. Alors, ces populations ont été très marquées, bien sûr. Nous aussi, nous allons souvent, nous connaissons tous, nous, Niçois en général, le Haut-Pays, nous y allons pour des randonnées, nous sommes attachés à ce territoire. Et quand on voit à Saint-Martin-Vésubie les routes, en effet, qui ont été emportées, et carrément les vallons, et carrément, on ne peut plus accéder à certains endroits, comme à la Madone des Fenestres. Bien sûr... il faut que l'on prenne conscience de plus en plus que c'est notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de nous déplacer qui induit tous ces problèmes climatiques. Alors c'est au niveau mondial qu'il faut agir, mais déjà il faut qu'en France, il faut que partout dans les départements, il faut qu'en Europe, on prenne les mesures vraiment nécessaires. On a 3 ans pour éviter le pire. C'est pas dans 3 ans, c'est ces 3 années-là où il faut vraiment agir. Voilà. Franck Khalifa. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas au niveau de l'Europe ni au niveau mondial qu'on doit agir. C'est au niveau local qu'on doit agir. Parce que plus on est près du problème à régler, mieux ça sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans c'est dramatique ce qu'ils ont vécu. C'est dramatique. Une vie effondrée en une journée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'échec, d'abord, de l'État malgré les indemnisations. C'est pas parce qu'on balance de l'argent qu'on va régler le problème. Donc il y a un échec de l'État sur la réflexion qui doit être faite dans ces régions en plein danger, malgré, évidemment, avec tout ce qui se passe dans les changements climatiques, et l'échec aussi des locaux, parce que ceux qui sont de devant n'ont pas réfléchi en amont des dangers. D'ailleurs, je vous signale qu'il n'y a pas assez de dangers. Je vous signale qu'il y avait un grand volcanologue, indépendamment de ça, qui s'appelle Haroun Taziev, qui disait, quand je venais à Nice, je dormais dans ma voiture, tellement que le danger sismique est présent à Nice. Donc, il y a beaucoup de dangers dont il faut parler sur ce territoire. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que je préconise? Eh bien, effectivement, comme l'a dit mon jeune ami de Reconquête, il va falloir que les assurances se bougent un peu et aillent chercher vite des subsides financiers pour pouvoir aider Marine Brognier, Christelle Lintorni. Alors, vous avez raison, c'est vrai que nous sommes sur un territoire particulier puisque nous cumulons absolument tous les risques possibles et imaginables.
donc les risques sismiques, inondations, la tempête, les éboulements. Et c'est la raison pour laquelle on essaie d'être extrêmement proactif sur cette question. Et c'est la raison pour laquelle Christian Estrosi, au sein de la métropole, a créé l'Agence des risques urbains qui nous a permis d'intervenir très rapidement. Cette tempête, c'est 18 personnes qui ont perdu la vie. C'est un nombre incalculable de personnes qui ont perdu leur maison, leur terrain. Et ça a été un moment extrêmement éprouvant pour les habitants de cette circonscription. Et d'ailleurs, pendant plus de 2 semaines, tous les matins, avec mon équipe, j'empruntais le col de Turigny pour monter, pour accompagner les secours, les maires et toutes les personnes qui intervenaient sur le territoire. Et moi, ce que je retiens de cette épreuve, c'est surtout l'incroyable solidarité dont ont fait preuve les Azuréens, mais pas que. Moi, il m'est arrivé certains matins de partir avec des personnes de Toulouse, justement des plombiers de Toulouse, qui sont des personnes qui venaient aussi de Toulouse, pardon, des plombiers qui venaient pour rendre service aux habitants parce qu'il n'y avait plus d'eau, parce qu'il n'y avait plus d'assainissement. Et très rapidement, on a réussi à intervenir avec les services de la métropole pour établir les routes, pour établir l'eau, pour établir l'assainissement. Ce sont 200 millions d'euros qui ont déjà été investis. Concernant la question des assurances, il faut bien avoir en tête la complexité des dossiers. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, certaines zones qui ont été touchées n'étaient pas réputées comme des zones dangereuses. Parce qu'au niveau des différents plans locaux d'urbanisme, jamais par le passé, on aurait pu imaginer qu'une telle tragédie puisse toucher. Et c'est la raison pour laquelle il y a un plan résilience, d'ailleurs, qui a été mis en place. Et aujourd'hui, on reconstruit les choses de manière complètement différente. Les infrastructures seront différentes. Mais sur la question des assurances, la difficulté, elle est double. On a le Fonds national des assurances qui a été mandaté grâce au préfet Pelletier qui a été nommé explicitement pour gérer la tempête Alex. Et le Fonds des assurances nous accompagne au quotidien pour gérer les dossiers. Mais il y a aussi le Fonds Barnier. Et le Fonds Barnier vient rajouter encore de la complexité. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ne sont pas encore indemnisées. Mais ça y est, on y arrive petit à petit. Je sais que c'est extrêmement difficile pour eux au quotidien, mais vraiment, il y a un accompagnement qui est fait par l'État, par la métropole, par la région, par les associations et par les mairies pour faire en sorte que les sinistrés soient bien accompagnés. Christelle Lantorny. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, j'entends et je comprends le sentiment d'abandon de la part des victimes de cette terrible tragédie. Il faut savoir que le département, que la métropole, ont tout de suite été extrêmement réactifs et ont été sur le terrain pour accompagner, pour reconstruire les infrastructures, pour aider les entreprises, aider les familles en difficulté. Le département a mis 200 millions d'euros pour justement les accompagner financièrement. Le département a relogé 260 familles, a donné 1,8 million d'euros aux personnes et aux familles sinistrées. Attendez, juste une parenthèse. Pourquoi vous dites dans la Roya, Marine Brognier ? Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Non, c'est simplement une répartition territoriale. Le département est intervenu sur la vallée de la Roya et la métropole Nice-Côte d'Azur est intervenue sur les vallées de la Tinée et de la Vésubie. C'est une répartition territoriale qui s'est faite. C'est normal, c'est pas une histoire de préférence. Pas du tout, non, mais c'est juste pour préciser les choses. C'est important de le dire. Le département est intervenu sur l'ensemble du territoire, dans la Roya, comme dans la Vésubie, comme dans la vallée de la Tinée, aux côtés de la métropole. Et ils ont fait un travail considérable de solidarité pour aider justement ces personnes sinistrées. L'État également est intervenu. Au début, ils nous avaient promis 1 milliard d'euros. Finalement, ils ont revu à la baisse leur aide à 572 millions d'euros, mais ils ont été présents. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de l'administration française, qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop fastidieuse et qui ne répond pas aux attentes d'une situation exceptionnelle. Pour donner un exemple, le 22 février 2022, l'État avait débloqué 100 millions d'euros pour les vallées. Et nous sommes 3 mois plus tard et rien n'a été perçu parce qu'il faut passer devant diverses commissions. Aujourd'hui, cette procédure n'est pas du tout adaptée et ce qu'il faudrait, et c'est ce que je veux porter, c'est justement une procédure adaptée d'urgence dans des situations exceptionnelles pour qu'il y ait une force. C'est l'administration nationale ou c'est l'administration locale ? L'administration nationale, pour qu'il y ait une force de frappe, qu'il soit là pour récupérer, qu'il soit en charge de récupérer les financements, que ces financements soient gérés sur le plan territorial, qu'il y ait une coordination locale des travaux pour que tout puisse être beaucoup plus efficace et surtout qu'il y ait une procédure de reconstruction qui soit facilitée et qui soit accélérée, tout comme une procédure de marché public allégée et qui permette de travailler dans l'urgence. Alors, Madame Lantorny, vous savez qu'au cours de la première année, il y a eu toutes ces procédures d'urgence qui nous ont permis d'aller beaucoup plus vite. Tout à fait, mais justement, cette année-là a été beaucoup trop courte vu l'ampleur des dégâts et il faudrait des procédures qui nous permettent d'agir sur du long terme.
Encore des procédures supplémentaires? Une procédure adaptée à des situations d'urgence et qui puisse durer sur le long terme pour nous permettre de reconstruire les vallées. Je vous donne un repère, il nous reste 4 minutes d'émission. On va faire un dernier tour de table, on va conclure. On conclut à chaque fois les débats comme ça. Je vais vous demander à chacun, si vous êtes élu, député, ou député quelle serait votre première priorité, en tout cas votre première proposition de loi? On fait un dernier tour de table là-dessus. Marine Brognier. Alors, pour ma part, étant de la majorité présidentielle, il y a un double axe, celui qui va être d'abord porté par la majorité présidentielle, donc le projet de loi qui sera le projet de loi sur le pouvoir d'achat et notamment en faveur des seniors dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à titre individuel, en tant que député, vous le savez, il y a pour moi une priorité, c'est la question de la fin de vie, sur laquelle le président de la République s'est exprimé, puisqu'il a annoncé la mise en place d'un référendum. Donc ce sera le premier texte sur lequel je me mobiliserai, comme sur la question de la dépendance. Après le scandale Orpea, j'ai eu la chance d'être rapporteur d'une mission sur ce sujet et je crois que ce sont des priorités aux côtés des sujets de la sécurité et de l'écologie dont nous avons parlé tout à l'heure. On n'a pas parlé de sécurité. Franck Khalifa. Et d'écologie. Franck Khalifa. Voilà. Justement, est-ce que ce serait la sécurité, votre première... On a toujours pensé que le RN, c'était vraiment... parle que de sécurité et d'immigration. Mais je tiens à vous dire quand même que dernièrement, il y a à peu près une semaine, des chiffres sont sortis et placent Nice en 3e ou 4e position en termes de criminalité. C'est pas rien. Alors, on va pas reprendre le débat. Votre première proposition. Alors, ma première proposition, ça sera effectivement de freiner, de stopper la pression migratoire depuis Vintimille jusqu'à Nice. Je vous signale que la semaine dernière, il y a eu un drame effroyable sur le port de Nice. Place Garibaldi, pour être exact. Exactement. Et ça, quand une femme est attaquée dans son intégrité physique et morale, c'est toutes les femmes qui sont attaquées. Et ça, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Scandaleux. Donc, première proposition de loi, ce serait d'ordre sécuritaire. Ah oui, d'ordre sécuritaire, malgré les dizaines et les dizaines et centaines de caméras qu'il y a à Nice. Christelle Lintorni. Alors, dans la continuité de nos débats, ce serait de rendre du pouvoir d'achat aux Français en baissant le prix de l'essence et en supprimant la TICPE, cette taxe sur le pétrole, et supprimer donc la TVA sur cette taxe. Ça aurait un coût de 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros qu'on pourrait effectivement compenser en luttant contre la fraude sociale. Et l'objectif, ce serait effectivement de dupliquer au niveau national ce que nous avons fait au niveau départemental en créant une brigade anti-fraude sociale qui nous permettrait effectivement, d'après un rapport parlementaire, d'obtenir 13 milliards d'euros. Cédric Vella. Donc, moi, c'est l'insécurité aussi, mais le pouvoir d'achat, il y a tellement à faire. Il est vrai que la loi absurde SRU, qui oblige les communes à avoir 25% de logement social, pour moi, c'est une loi complètement absurde. Ça fait changer vraiment la physionomie de nos paysages et de nos communes. Donc, abroger la loi SRU. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment urgentissime. Et après, il est vrai aussi prioriser les circuits courts, parce que nous sommes dans une circonscription qui est une circonscription urbaine et rurale. Donc, donc il ne faut pas oublier non plus les personnes du haut et du moyen pays. Non, mais il nous reste une minute. Donc, abroger la loi SRU et prioriser les circuits courts. Voilà, exactement. Alors, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat pour ceux d'abord qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire le SMIC à 1 500 €, c'est-à-dire le minimum vieillesse à 1063, c'est le seuil de pauvreté, on va dire. Et pareil pour les jeunes, une garantie d'autonomie de 1063 €. On ne prend pas le débat. Et une retraite minimale aussi, toujours pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à taux plein, à 1 500 € minimum aussi. Merci. Voilà, c'est les priorités pour moi. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On se retrouvera peut-être d'ailleurs pour le second tour, on en parlera un petit peu plus tard. Nous, on se retrouvera en tout cas mercredi prochain pour d'autres débats, avec notamment la 3e circonscription de Nice. Très belle soirée, à mercredi et à bientôt.